Ravage, un livre de Yann Manock aux éditions Paulsen. Soirée Guérin-Chamonix avec Yann Manock et Lorraine Berger-Afanasieff. Et là, en fait, on vient d'inaugurer, enfin vous inaugurez une nouvelle collection qui s'appelle La Grande Ourse, et avec ce livre Ravage. Magnifique livre qui vient juste de sortir. Il n'est même pas sorti, non? Pas sorti, le 11 mai, je crois. Ah ouais, alors une avant-première. Une avant-première pour vous. Donc, je ne sais pas si peut-être vous pouvez vous présenter un petit peu, parce que vous avez tellement de noms qu'on ne sait pas forcément à qui on a affaire. Ouais. Ce soir, c'est Yann Manock. Ouais. Ouais. Comme je vous l'ai dit, donc, je suis né dans la première moitié du dernier siècle, du millénaire précédent. J'ai donc 74 ans. J'ai commencé... Alors, je suis un produit typique, c'est-à-dire je suis le fils de prolo, premier de la classe. Mon père a fait 40 ans chez Renault, j'ai toujours été premier de la classe, un complexe pour s'en sortir. J'ai fait de belles études, de très très belles études, j'ai plusieurs DESS, droit, sciences politiques, droit des communautés européennes, Institut français de presse, dont je ne me suis jamais servi, parce que dès la fin de mes études, je suis parti en voyage qui devait tourner 5 semaines. En fait, j'avais promis à mon plus jeune frère, qui a 6 ans de moins que moi, et qui doutait un peu de sa capacité à avoir le bac, que s'il l'avait, je lui offrirais un voyage quelque part. Il a eu son bac et donc il voulait aller en Écosse, donc on est allé en Écosse. Ça devait durer 5 semaines. Et en Écosse, on a appris, d'où l'Islande, on a appris qu'il y avait un volcan sur l'île de Emae, qui était en éruption depuis janvier 73. Et donc on a fait des pieds et des mains pour y aller, on a réussi à créer un groupe de volontaires qui après a été admis à travailler sur le volcan. Donc on a travaillé directement sur le volcan, sur le champ de lave pendant longtemps. Et après, de fil en aiguille, ce petit voyage de 2 semaines a duré 27 mois. Ouais. Donc c'était une sorte de... 27 mois, ça fait... Ouais. 2 ans et demi presque. C'était une sorte de voyage initiatique, quoi. Et en revenant de ce voyage, j'ai créé 2 sociétés. Une société qui crée des catalogues de voyage, c'est-à-dire qui conçoit des catalogues de voyage pour un tour opérateur, enfin pour plusieurs tours opérateurs, mais essentiellement pour un gros client qui s'appelle Asia, qui fait des voyages dans 27 pays à partir de la Jordanie jusqu'en Australie. Donc j'étais toujours au milieu du voyage. Et puis à côté, j'ai créé avec un associé une boîte d'édition de magazines pour enfants ou pour ados qui adaptait en bande dessinée tout ce qui était dessin animé de la télé. Donc grâce à moi, des enfants ont été décérébrés par Goldorak, Candy, Albator, Captain Flamme, Strange, tout DC Comics, tout Marvel, jusque tout dernièrement les Tortues Ninja, Wings, et les dernières choses que j'ai éditées avant de partir, c'était Walking Dead. Donc on a fait le spectre complet. Ouais. Et après, donc ça je vends en 2009, il y a deux années de battement. Et puis commence, pas l'écriture, mais commence la publication. Mais là, toutes ces années, c'est qui? C'est Patrick ou c'est Yann? Non, ça c'est Patrick Manoukian. C'est Patrick Manoukian. Les 7 ou 8 pseudos commencent après. Ah bon, après. 7 ou 8? Oui. Ah ouais, quand même. Parce qu'en fait, ça part d'un pari. Avant ça, il faut que je dise que j'ai toujours écrit. Ouais. Je crois que les 100 premières pages, je les ai écrites, j'avais 15 ans. Le problème, c'est que j'avais beaucoup de boulot, je voyageais, je suis très bordélique, je perds une tonne de choses. Il y a 3 jours, j'ai jeté à la poubelle de mon ordinateur le manuscrit terminé du prochain bouquin de chez Albin Michel. Oh non. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un système sur le Mac pour le récupérer pendant 24 heures seulement. Ah ouais. Et j'ai récupéré de justesse. Donc je perds des milliers de choses. Je suis très bordélique, je ne suis pas très courageux, je suis un peu paresseux. Ce qui fait que quand j'écris, en plus j'écris pas au calme, j'écris pas chez moi, j'écris dans les trains, dans les transports, dans les bars, dans les hôtels. Et donc j'écris à l'extérieur de chez moi et j'ai un défaut, enfin j'avais un défaut que j'ai maîtrisé, qui était le doute. C'est-à-dire que comme j'écris assez vite, je commence une histoire, je sais pas, un roman d'amour disons. Le problème, c'est que si je m'arrête pendant 2 ou 3 jours, pour une raison ou pour une autre, je doute. Et je me dis, mais pourquoi tu écris ce bouquin prétentieux? Perds pas ton temps, t'écris facilement, écris un truc commercial, gagne de l'argent, après tu auras le temps de faire l'autre. Donc je laisse tomber le premier bouquin et j'en attaque un autre. Et j'arrive à 100, 120, 130 pages, et puis d'un seul coup, je m'arrête pour 3-4 jours ou une semaine pour
toutes sortes de raisons. Et le même doute revient. Il dit, mais pourquoi tu écris ce bouquin idiot? Si tu dois écrire un seul bouquin dans ta vie, écris le bouquin que tu as envie d'écrire. Le problème, c'est que je reviens, mais je ne peux pas reprendre le premier. J'en attaque un autre. Et j'ai un copain avec qui on écrit des bouquins à carte main. On a déjà publié 2. Et il est passé à la maison la semaine dernière. Et il y avait un tel bordel sur mon ordinateur qui m'a dit, mais c'est quoi tout ça? Et donc je suis rentré dans le détail et je lui ai dit, il y a tout. Et puis il y a des bouquins sur lesquels je travaille, il y a des bouquins en réserve, quoi. Il me dit, mais t'en as combien? Je ne sais pas, donc j'ai ouvert le dossier et j'ai fouillé un peu partout. Et il est reparti avec une clé USB où il y a 20 bouquins qui sont entre 50 et 100 pages, enfin des débuts de bouquins qui sont entre 50 et 100 pages. Et j'étais moi-même étonné par le nombre. Et j'étais surtout étonné parce que dedans, je ne voyais pas des bouquins que j'avais en tête. Donc après qu'il soit parti, j'ai continué à fouiller dans l'ordinateur. J'en ai retrouvé 12 autres. Donc il y a au moins 32 bouquins quelque part en réserve. Et le pire, c'est que depuis ce moment-là, il y a une idée qui me taraude, c'est que un des bouquins que je préfère et que j'aimerais bien terminer, il n'est pas dedans. Le problème, c'est qu'il n'est plus non plus dans l'ordinateur, c'est que je ne sais plus où il est. Et alors tout ça pour vous expliquer comment je viens au 8 pseudo, parce que donc je fais ça tous les jours, chaque jour, je reviens à la maison avec 4-5 pages de quelque chose. Du bouquin numéro 1 le mardi, du bouquin numéro 2 le mercredi. Et puis quand notre plus jeune fille a l'âge de lire ce que j'écris, à 14-15 ans, elle a aussi un don littéraire, elle a un don artistique, donc on a une sorte de complicité, hein, la plus jeune fille, le père, ça passe bien, quoi. Et donc je le rapporte et je lui fais lire. Elle lit avec intérêt ce que j'écris. Sauf qu'en 2009-2010, elle décide d'aller vivre à Buenos Aires, elle a 19 ans, elle décide d'aller vivre à Buenos Aires. Et donc on l'envoie à Buenos Aires s'installer. Et je pose la question qu'il ne fallait pas poser. Je lui dis, est-ce que tu veux que je continue à t'envoyer en PDF ce que j'écris chaque jour? Et là, elle pique une colère, elle dit, il y en a ras-le-bol, je connais la fin d'aucune histoire, je connais le destin d'aucun personnage, je suis dans le stress absolu de savoir ce qui va arriver. Et elle me dit, ce truc, je ne lis plus rien de toi tant que tu n'as pas fini quelque chose. Et c'est là que je fais ce pari idiot. Ah oui. On reviendra sur le fait que je suis le roi des paris idiots que je perds, auxquels je me tiens. Et je fais ce pari idiot de dire, puisque c'est comme ça, c'est pas compliqué, je vais écrire 2 livres par an, avec un pseudo différent à chaque fois, et dans un genre différent à chaque fois. Et on fait une liste. Et la liste, c'est essai, roman jeunesse, roman littéraire, polar, saga historique et roman de société. Et la première année, donc j'ai écrit en 2011, publié en 2012, j'ai écrit un essai sur les voyages, où je défends l'idée que la paresse est un art de voyager, c'est-à-dire que la halte est plus importante que le déplacement, qui s'appelle Le Temps du voyage, chez Transboréal, qui est une édition que vous connaissez bien. Et la même année, j'ai écrit un gros bouquin, une espèce de gros roman picaresque pour la jeunesse, qui s'appelle Les Bertignac, qui est primé meilleur roman jeunesse 2012. Et donc, alors le premier, c'est sous le nom de Patrick Manoukian, j'ai commencé par mon nom. Le deuxième, c'est sous le nom de Paul Égard. Le troisième, donc l'année suivante, j'attaque les 2 autres bouquins, j'attaque le roman littéraire, que je termine, qui s'appelle Un roman brésilien, qui est signé Jacques Arrêt, et je dois attaquer le polar. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que le polar, c'est un genre très particulier, et le polar, moi je n'ai aucune culture polar, c'est-à-dire que j'ai pratiquement lu aucun polar. Je suis resté vraiment dans les romans un peu d'espionnage des années 70-80, Ludlum, Forsyth, Le Carré. J'ai jamais lu Manchette, j'ai jamais lu personne. Et donc le premier défi, c'est d'écrire un polar. Le deuxième défi, c'est de me trouver un pseudo. Parce que j'avais décidé que tous mes pseudos auraient un sens en brésilien. Parce que de mes 27 mois de voyage, 13 se sont passés dans le Mato Grosso brésilien, dans le Pantanal, qui est un des plus grands marécages du monde. Et j'y suis resté 13 mois, et je suis revenu raide amoureux, quoi, raide dingue du Brésil, quoi. J'aime 2 choses dans la vie, enfin dans les voyages. Les pays, tout ce qui est minéral, granitique, on parle de Patagonie, Islande, Alaska, Mongolie, et le Brésil, qui est tout le contraire de ça. Et donc, Paul Égard, ça veut dire, phonétiquement, ça veut dire faire du stop en brésilien. Jacques Arrêt, phonétiquement, c'est le caïman, qui était mon animal fétiche quand j'étais là-bas. Et il me restait des noms comme Jacques Caranda, qui est un bois précieux du Brésil, etc. Mais ça ne me gênait pas au début. Sauf que, comme j'avais aucun
aucune approche du polar. J'ai appliqué quelque chose que j'applique dans mon métier de communicant, de publicitaire, que j'ai appris d'ailleurs d'un de mes clients qui m'avait enseigné ça. Il m'avait enseigné qu'un choix, pour être intéressant, doit être pertinent et inattendu. C'est-à-dire que si le choix n'est que pertinent, il est banal. S'il est que inattendu, il est hors sujet. Mais quand il est les deux à la fois, c'est toujours un choix qui est fort. Il m'avait donné comme exemple, que j'utilise toujours, si on doit illustrer l'Inde, on peut prendre une photo du Taj Mahal. C'est pertinent, mais c'est banal. On peut utiliser une photo d'un gamin ou d'une gamine en t-shirt avec quelque chose écrit en hindi dessus, sur un skate, avec des trucs sur les oreilles. C'est inattendu, mais c'est un peu hors sujet. Si on a la même photo avec ce gamin ou cette gamine devant le Taj Mahal, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et donc je me dis, comment je peux faire du polar, moi qui ne sais pas en faire, et je me dis, je vais respecter ça, je vais faire quelque chose de pertinent, inattendu. Donc pertinent, je ne suis pas allé chercher bien loin, dans ces fameux 30 bouquins qui sont entamés, il y avait des tentatives de polar. Je suis allé chercher un personnage qui s'appelle Donnelly, que j'ai utilisé par la suite d'ailleurs, dans d'autres romans, qui était un flic new-yorkais d'origine italienne, un peu mastoc, un peu à la dure, qui va au baston facile, qui est un peu limite, qui franchit la ligne à chaque fois qu'il en a envie. Donc vie bouleversée, cabossée, pas appréciée de sa hiérarchie, un peu délaissé par sa femme, même très délaissé par sa femme, situation ambiguë avec les enfants. Voilà, je vais le chercher, je le prends et je lui dis, je vais me servir de lui. Et quand je le prends, je me rends compte qu'il correspond à cette définition de minéral, granitique. Et je me dis, bon, d'accord, je vais en faire un flic granitique. Et donc, il me laisse le côté inattendu. Et pour le côté inattendu, je dis, mais je vais créer une histoire qui ne va pas se passer à New York, à Paris, à Londres, etc. Et je la situe ailleurs où le lecteur ne va pas m'attendre. C'est déjà prétentieux de penser que le lecteur m'attendait quelquefois. Oui, bah oui. Mais bon, en tous les cas, j'allais. Et donc j'ai regardé, et il y avait les 4 possibilités que j'ai données tout à l'heure, c'est-à-dire il y avait la Patagonie, et à ce moment-là j'avais croisé un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Caril Ferret, et qui travaillait sur la Patagonie, qui écrivait un bouquin qui s'appelle Mapuche. Et je l'ai croisé en Argentine quand on est allé installer Zoé en Argentine. Il se trouve que j'ai croisé ce Français, cet auteur, qui est vraiment un copain, un vrai bon copain. Et donc j'ai laissé la Patagonie à Caril. Alaska, il y avait beaucoup d'auteurs alaskans bien costauds auxquels je me suis dit, je ne vais pas aller me frotter tout de suite à ces gens-là. Islande, la place était prise. Hein. Et donc il restait la Mongolie. Et je me suis dit, ça c'est vraiment inattendu, quoi. Un flic, c'est-à-dire que c'est pas l'histoire d'un flic occidental qui va en Mongolie, c'est l'histoire d'un flic mongol, c'est-à-dire tout le monde est mongol. Le flic, les morts, les méchants, les vivants, c'est vraiment tout en Mongolie. Et je me dis, j'ai mon truc, quoi. J'ai pertinent, inattendu, je l'ai. Et c'est là que s'est posé le problème du pseudo. Que je ne pouvais pas utiliser Jacaranda pour un bouquin sur la Mongolie. Et donc, assez vite est arrivée l'idée que ça pouvait être Manouk. Parce que quand on s'appelle Manoukian, quand votre père bosse à l'usine, tous les copains réduisent le mot, c'est Manoukian, c'est Manouk. J'ai entendu mon père se faire appeler Manouk toute sa vie, même dans la famille. La belle famille l'appelait Manouk. Quand il était au foot, j'allais voir au foot, on l'appelait Manouk. Moi aussi, à l'école, on m'appelait Manouk. Et la boîte que j'ai créée, la boîte qui fait les catalogues, s'appelle Manouk, Manouk Édition. Et donc j'avais Manouk et j'étais très content. Et là, je vous jure que c'est vrai, j'ai passé 3 ou 4 mois à chercher le prénom qui voulait aller avec. Donc j'ai cherché John Manouk, Albert Manouk, Robert Manouk. Tout. Et un jour, ça m'a sauté aux yeux, c'est qu'en prenant le Yan de la fin de Manoukian en le mettant devant, ça faisait Yann Manouk. Et donc j'ai pris le Yan de la fin, je l'ai mis devant. Et là, je me suis fait engueuler régulièrement parce que chaque fois que j'allais en conférence, les gens disaient mais vous n'êtes pas mongol avec un nom comme ça, vous n'êtes pas mongol, vous n'êtes pas inuit, vous n'êtes pas. Et il y a des gens qui le prenaient vraiment mal. Hein. Donc là, nous, ce soir, c'est Yann Manouk qu'on accueille. Et donc voilà pour qui je suis et comment j'ai commencé à écrire. Et alors, Ravage. Donc Ravage, on va comprendre. Enfin, non, il faut lire le livre pour comprendre pourquoi le titre, mais enfin, c'est quand même l'histoire d'un ravage. Il y a plusieurs ravages dedans. Hein. Oui, ça ne devait pas s'appeler Ravage au départ. Ouais. Ça devait s'appeler La Traque. Ah, oui. La Trappe. Et
Et en fait, si on parle plus tard, si ça vous intéresse, de la façon dont j'écris, moi, je me documente au fur et à mesure de l'écriture. J'aime pas me documenter avant. Parce que j'ai horreur dans un polar, par exemple, d'arriver à une page où le type sort un flingue et on a 2 pages sur le flingue. C'est-à-dire, on sait la marque, le fabricant, l'usine, le métal de l'alliage, on sait la température de la sortie du canon, sa vitesse de perforation. J'ai horreur de ça, et ça devient de plus en plus courant. Moi, dans un polar, quand on sort un flingue, on tire ou on tire pas, quoi. Si on tire, on touche ou on touche pas. Si on touche pas, peut-être que si la balle passe à travers une cloison, peut-être qu'on peut parler de la puissance de perforation de la munition en question, peut-être. Mais sans raconter tout le reste, quoi. Ouais. Et donc, pour éviter de tomber dans ce piège, je me documente le moins possible avant, c'est-à-dire que je me base le plus souvent sur mes souvenirs, ou sur mes lectures antérieures, ou sur des discussions, ou sur des rencontres, ou sur des conférences auxquelles j'ai assisté. Mais je ne vais pas taper mes notes, faire une fiche par personnage, etc., comme font tous les grands auteurs, d'ailleurs, qui vendent beaucoup plus que moi, parce que c'est une bonne recette, le font. Ouais. Bernard Minet le fait, Francky le fait, Olivier Norek le fait. Ils ont, avant de partir, la fiche de leur personnage, ils ont tout. C'est une fiche anthropométrique. La taille, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, les défauts s'ils en ont, les signes particuliers, cicatrices, etc. Ce qu'ils aiment, leur musique, leur nourriture, un petit résumé éventuel de leur vie amoureuse, de leur passé, ils ont ça à côté, ils restent dedans, quoi. Moi, je ne fais pas ça par principe et aussi par pratique, parce que je suis tellement bordélique, encore une fois, que je perds tous ces trucs-là. J'ai essayé une fois, mais je perds tout, donc ça ne sert à rien. Et donc je me documente au fur et à mesure, et l'idée de ravage, ça vient comme ça. J'avais aucune idée de ce que voulait dire ravage. Aucune. Et puis, il y a un épisode où on va raconter quand même un peu de quoi ça parle, non? Oui, mais je peux juste cet exemple-là. Ouais. Donc, il y a un moment, je mets en scène un troupeau de rennes qui traversent des grandes étendues et qui brouillent une piste. Parce qu'ils piétinent sur une largeur, quelquefois d'1 kilomètre et sur des dizaines de kilomètres de long, ils piétinent toute la neige. Et donc, le gars qui est traqué en profite pour mettre ses pieds dans ce truc et suivre la piste des rennes, rendant sa poursuite impossible. Et je me demande quelle est la largeur que peuvent avoir ces traces, est-ce qu'il y a quelque chose, etc. Et donc je tape traces, troupeaux, rennes, etc. Et je tombe sur un article canadien qui dit que ça s'appelle un ravage. Et d'un seul coup, je me dis, mais c'est trop beau. C'est trop beau comme titre. Parce que ça... ravage, c'est un des vrais sens. Et on peut ramener ça à l'histoire, c'est que cette histoire, c'est l'histoire d'un ravage entre les relations humaines, entre la bêtise policière, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Donc voilà comment c'est. C'est une petite parenthèse sur la façon de travailler. Mais moi je vais lire juste peut-être le début pour entendre votre musique. Allons-y. Et puis pour poser le décor. Ça se passe donc mercredi 23 décembre 1931. Red Arctic n'est encore qu'un poste avancé, une sorte de campement qui se sédentarise. Une douzaine de cabanes en rondins, une vingtaine de tentes dispersées dans la neige et une église sur une colline tondue par un blizzard millénaire. Linda Bowen décore le sapin de Noël du poste de la police montée de la gendarmerie royale quand elle aperçoit les Indiens à travers les vitres verglacées. 2 hommes, 2 loucheux comme disent les coureurs des bois, des Gwich'in, des gens comme ils se nomment entre eux, à la fois simples et tellement prétentieux, songe-t-elle chaque fois qu'elle entend ce nom. Ce n'est pourtant pas vraiment la saison pour voir ces gens-là à Red Arctic. L'hiver, ils se dispersent dans la toundra pour trapper. Ils ne se rassemblent l'été que pour les grandes chasses et de temps en temps pour leurs fêtes païennes. Ces 2-là sont 2 robustes trappeurs. Ils sont habillés et coiffés de fourrure et la pointe de leur tunique en peau dépasse sur leur veste épaisse. Leurs chiens efflanqués et langue pendante récupèrent de l'effort. Il fait un bon moins 40 et ils doivent venir de loin. Leur traîneau est chargé de peaux. Beaucoup trop tôt dans la saison pour en tirer un bon prix, se dit Linda. Elle accroche au sapin quelques boules de verre et une guirlande de papier argenté, tout en gardant un œil sur les 2 loucheux. Linda a la prétention, même si c'est un péché d'orgueil, de se croire bonne chrétienne. Elle s'efforce d'aimer les uns et les autres presque autant que le veut le Christ, mais elle a du mal avec les loucheux.
Il y a 2 générations encore, c'était la nation sauvage des Athapascans, la terreur des Inuits, qu'ils éventraient et laissaient se dessécher sur les berges des rivières en avertissement aux autres Esquimaux. Avec des clans redoutés, les hommes, les cris des bois, les peaux pointues ou encore les couteaux jaunes, les flancs de chiens, les mangeurs de caribous et autres peaux de lièvre, et les fameux loucheux que les colons surnomment les querelleurs. Aujourd'hui, tous convertis à l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Linda Bowen se signe sans comprendre comment elle peut appartenir à la même chrétienté que ses descendants de sauvages. C'est bien écrit, je trouve. Bah ouais, c'est pas mal, hein, belle musique. Qu'est-ce qui vit? Donc ces 2 loucheux qui débarquent, tout commence à cause d'eux en fait. Hein. C'est vraiment des querelleurs. Oui, en fait, alors il faut alors querelleur, encore une fois, c'est là où ma façon d'écrire me plaît beaucoup. Non, pas l'écriture, la technique. Ouais. C'est-à-dire, le fait de ne pas me documenter avant, ça me donne des impulsions fantastiques. J'ai besoin de savoir quel genre d'Indiens peuvent arriver à Red Arctic à cette période. Donc je vais voir Indiens, territoire du Nord, Canada, etc. Et j'ai une liste de noms dont je me sers en partie, etc. Et je tombe sur les loucheux. Donc là, je me dis, loucheux en français, c'est quand même intéressant d'avoir une tribu qui s'appelle les loucheux. Bah ouais, et quand je sais que leur vrai surnom, c'est querelleur, ouais. quand je sais comment l'histoire commence, Ouais. je me dis, c'est magnifique. Quoi. Et c'est là le vrai plaisir d'écrire sans documentation. Parce qu'on tombe toujours sur des pépites, toujours sans exception, sans dévoiler, dévoiler la suite. Dedans, c'est la plus grande traque humaine au Canada. Elle commence une semaine avant Noël en 1931, elle se termine le 17 février 1932. En gros, une trentaine d'hommes, 100 chiens, 15 traîneaux, un avion de reconnaissance vont traquer un homme pendant 6 semaines, par moins 40. Et un homme qui lui n'a rien, qui est en raquette, qui n'a même pas de traîneau, et qui va les mener par le bout du nez dans des conditions terribles pendant 6 semaines. Et donc je connais cette histoire-là. Et je remarque dès le début dans l'histoire, c'est un fait divers que j'ai croisé quand je suis allé au Canada la première fois au Québec en 1966. Et curieusement, il y a 2 ans, moi j'habite à côté de la rue Mouffetard, donc dans la rue Mouffetard j'ai un copain qui joue de la musique dans la rue tous les jours. On est copains, on discute. Et je suis en train de parler avec lui de musique, etc. Et quelqu'un s'approche. Et lui chantait une chanson canadienne. Et le gars dit, ah, c'est québécois ce que tu chantes, etc. On parle un peu. Et le gars dit, ah, il y a un truc qui serait bien, c'est de faire une chanson sur cette traque. Et il raconte la traque. Et là, je me dis, mais je connais cette traque. Ouais, Incroyable. je connais cette histoire. Quoi. Je connais cette histoire. Et donc, comme je connais cette histoire, je m'y replonge. Et quand je m'y replonge, je me dis, c'est magnifique pour un 2e bouquin chez Paulsen. Et donc, je propose chez Paulsen. Mais pour revenir sur la technique d'écriture, enfin, en tout cas sur la chance qu'on a dans ce genre de choses, c'est qu'il parle d'un aviateur. C'est la première fois que la police utilise un avion pour traquer quelqu'un. Et donc, il y a un aviateur. Et ce type, il est extraordinaire. À lui tout seul, il ferait bien un autre bouquin. Ce type qui est donc vole sur un espèce de petit coucou, c'est l'homme qui a participé à la mort du Baron Rouge, le célèbre aviateur allemand qui a descendu je ne sais pas combien de dizaines d'avions pendant 14-18. En fait, pendant longtemps, on a cru que c'était lui qui l'avait abattu. Et en fait, l'histoire est encore plus marrante. C'est que, parce que dedans, ils ne parlent que de ça. Ils me disent, voilà, c'est l'homme qui était dans le combat avec Richthofen quand il avait son triplan rouge du Baron Rouge. Et donc après, le plaisir, c'est d'aller voir exactement. Et ce type, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que j'apprends que le Baron Rouge, en fait, il a énormément de victimes, mais il n'allait pas les chercher. C'est-à-dire qu'il restait en dehors de son escadre, il laissait ses hommes blesser les pilotes ou esquinter les appareils, et lui, il allait juste les achever. Il laissait ses hommes faire le boulot de base, et lui, après, il allait les traquer, les achever, etc. Donc, les avions abattus lui appartenaient, c'est pour ça qu'il avait toutes les petites croix sur son avion, etc. Et en fait, ce jour-là, il y a 2 pilotes canadiens, dont celui qui plus tard intervient dans cette histoire-là. Ouais. Et
Et on pense qu'il a abattu Aristophane. En fait, non. Parce que lui, sa mitrailleuse, c'était enrayée. Et donc, en fait, lui fuit. Et il est poursuivi par le Baron Rouge, qui le sent en difficulté, et donc qui va, selon sa tactique, essayer de l'abattre. Et il y a un autre pilote canadien derrière, qui suit le Baron Rouge pour essayer de voir s'il peut sauver son copain. Mais lui non plus, il ne peut pas tirer. Et pendant très longtemps, les Canadiens ont fait comme si c'était le gars derrière qui avait flingué. Donc, première idée, c'est le premier pilote qui a flingué le Baron Rouge. Deuxième idée, c'est peut-être son copain derrière qui l'a fait. Et en fait, non. C'est un soldat australien dans la tranchée en bas qui, au hasard, tire une balle dans le ciel. Ça traverse la carlingue de l'avion qui, à l'époque, était soit de la toile tendue, soit du bois très léger. Et ça blesse le Baron Rouge qui va mourir. Et donc, déjà, je me dis, c'est fantastique. Que le gars impliqué dans ce fait divers soit ce héros qui figure dans tout le bouquin d'histoire, hein, le Baron Rouge. Et si on va plus loin, donc on va dire que c'est un faux héros, mais si on va plus loin, ce mec-là redevient un vrai héros après la guerre. C'est-à-dire qu'après, il va créer la première ligne aéropostale dans le nord du Canada, et il va devenir ce qu'on appelle un merci pilot, c'est-à-dire un pilote qui fait des œuvres humanitaires. Et quand il y a eu une épidémie de je ne sais plus quelle maladie, tout à fait dans le nord, qui décime un village, c'est-à-dire que c'est un petit village de quelques dizaines d'habitants, mais ils sont tous condamnés à mourir. Il n'y a aucun moyen d'amener le vaccin. Naturellement, il n'y a pas de train, il n'y a pas de route. En chien de traîneau, on n'en parle pas. Il n'y a aucun moyen. Et lui va faire avec un copain un premier vol, et sur un petit avion d'entraînement, c'est un avion qui est en bois, qui n'a pas de cockpit, il fait moins 30 en altitude, on arrive à moins 60, et il va les livrer les vaccins, et ils seront tellement gelés, les gars, qu'ils ne peuvent pas sortir d'avion. C'est-à-dire qu'on les sort en position assise. Et il a fait plusieurs vols comme ça. Et pour en venir à la technique d'écriture, moi j'aime ça parce que je ne perds pas l'enthousiasme. Quand je tombe sur une histoire comme ça, au moment où je l'écris, je suis dedans, quoi. Alors que si je me documente 6 mois avant d'écrire, par exemple, Caril Ferret, c'est 6 mois avant d'écrire. Voilà, Franck Tillouet. Donc après, ce sont des fiches et on perd l'enthousiasme de se servir de cette matière, quoi. Enfin, pour en revenir à notre histoire, parce que là, on hein. s'égare, avant qu'il y ait le pilote qui apparaisse dans l'histoire, au début, il y a quand même nos deux loucheux qui viennent se plaindre à la gendarmerie, donc, puisque là, c'est la femme du gendarme qui les voit arriver, et il va se plaindre. Alors, l'histoire, la vraie histoire, se passe comme ça. Oui. En juillet, il y a un type sur une rivière qui débarque à un bled qui s'appelle Fort McPherson, et la police montée à l'époque a pour consigne d'aller, chaque fois qu'on lui signale un étranger, d'aller le voir. D'ailleurs, souvent, dans le cas précis, c'est l'évêque du coin, par les remontées de la paroisse, il y a toujours un type qui dit, un curé ou une ouaille qui lui dit il y a un gars qui vient de débarquer. Et c'est le principe de la police montée d'aller voir. Parce qu'on est en 31, on est quelques années après la grande crise de 29, et en fait, il y a une tonne de désespérés qui ont tout perdu par la crise de 29, qui vont chercher à survivre dans le Grand Nord, et il y a une tonne de malfrats qui vont se faire oublier là-haut. Donc ce sont jamais des gens... C'est pas fréquentable. Et donc le gars va, on est en juillet, donc il fait 2 jours de cheval depuis Red Arctic, dont on parle, à Fort McPherson. Et alors le gars, il tombe sur un taiseux, un gars qui lui répond pas. Dans la vraie histoire, moi je l'ai appelé Jones, dans la vraie histoire il s'appelle Johnson. Et on sait même pas si c'est son vrai nom. Le type lui dit, le flic lui dit, c'est toi, Albert Johnson? Et le gars dit, si on le dit, si tu veux. Et c'est tout. Donc on l'a appelé comme ça, mais on ne sait même pas si c'est son vrai nom. Et donc il va voir ce gars qui est taiseux, il n'arrive pas à avoir de renseignements, il lui dit juste quelque chose qui va prendre de l'importance dans l'histoire. Écoute mon gars, fais pas d'emmerde, quoi. Tu crées pas d'emmerde, t'en auras pas. N'oblige pas la police à venir te voir. Et le gars dit, c'est la seule phrase qu'il dit, la police, je veux pas la voir. Et puis le gars rentre à Arctic River, le policier, et on oublie ce type pendant 6 mois. Et juste avant Noël, donc cet épisode, 2 loucheux arrivent à Arctic River, au poste avancé, et ils tombent sur le même flic. Et le flic pose des questions comme d'habitude, donc ça va, qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est un peu trop tôt pour vendre les pots. Bon. Il faut dire que les loucheux sont devenus très cathos, très convertis, et en fait ils viennent de loin pour la messe de minuit.
Et le flic lui dit, c'est un peu trop tôt aussi pour la messe de minuit, c'est dans 2-3 jours. Et il dit que ça marche bien là-haut, les loucheux disent, oui, ça marche bien. Et il y a une façon de parler des Indiens qui laisse vite transparaître si il y a un truc ou pas, quoi. Et l'autre sent qu'il y a un truc et dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, ben, il y a un gars qui nous emmerde, il a pris nos pièges, il les a balancés dans les arbres. Et ça a convient aux querelleurs, c'est-à-dire que c'est leur parole à eux. Il y a plus de raisons que eux aient vu d'un mauvais œil arriver un nouveau trappeur dans la même région. Et là, le type, il est obligé de faire son boulot, il est obligé d'aller voir. Oui. Sauf que là, cette fois-ci, on n'est plus en été, on est en hiver. Il y a 1 mètre à 2 mètres de neige, il fait moins 40, c'est en chien de traîneau, il y a 2 jours et demi de chien de traîneau pour aller voir, il y a 135 km. Donc lui, il n'y va pas, parce qu'il est un peu âgé déjà, puis il a une alors ça, c'est pas vrai, je l'ai inventé. La femme la passion de la pâtisserie. Ah oui. Donc il cuisine pour Noël. Il cuisine pour Noël. Et il envoie 2 jeunes gars, 2 jeunes flics, qui partent véritablement faire 2 jours et demi de traîneau par moins 40. Ils arrivent dans une petite clairière, il y a une petite cabane en rondin, la fumée qui sort de la cheminée, les raquettes sont contre la porte, donc il y a quelqu'un. Ils réussissent à s'approcher de la lucarne, ils voient vraiment quelqu'un à l'intérieur. Et donc il l'appelle, il dit, ouais, ok, Jones, on est venu voir, ouvre, c'est la police montée, etc. Et le gars ne répond pas. Ça dure une journée, ils essayent de le faire sortir, ça ne répond pas. À la fin, il y a un des deux flics le plus va-t-en-guerre qui dit, bon, on enfonce la porte et on sort de... Et l'autre flic lui dit, on peut pas, on n'a pas de mandat. Ah merde, on n'a pas de mandat. Donc ils refont les 2 jours de traîneau, 135 km, moins 40, pour aller chercher les mandats. Et ils racontent au chef... alors, comme ils n'étaient pas sûrs que Arctic River, le gars, ait le grade pour faire des mandats, ils vont vraiment à la ville, quoi, à Clavik, chercher les mandats. Et quand ils racontent ça, le chef de la police montée de Clavik leur dit bon, je vous fais un mandat. Et il dit pourquoi? Un mandat pour vérifier s'il a bien son permis de traque. Donc, vous n'aurez pas mis de chasse, quoi. Et il dit prenez quand même des fusils, puis prenez 2 autres mecs avec vous quand même, parce qu'il a l'air bizarre, ce paroissien. Et donc ils repartent. Ils refont 135 km, moins 40, etc. Et quand ils arrivent, rien n'a bougé. Et donc ils frappent à la porte, ils lui disent « Jones, c'est plus la même chose, maintenant on a un mandat, on peut rentrer, on peut forcer la porte, etc. » Et le même flic, va-t-en-guerre, lui dira qu'il s'est fait tirer dessus. En fait, une des enquêtes démontrera qu'il a tiré dans la porte pour casser le loquet, qui sont des loquets en bois, pour pouvoir rentrer. Et l'autre, à l'intérieur, a répondu à un coup de feu, il tire à travers la porte, et il blesse le flic. Et la scène, le bouquin commence par la scène où on ramène ce blessé. Ouais, magnifique. Voilà. Et là, c'est l'engrenage idiot, c'est-à-dire que ce type qui n'avait rien demandé à personne, et qu'on est juste venu emmerder pour un permis de chasse, il devient quelqu'un qui a tiré sur un flic. Même s'il n'y est pour rien, même si on l'a provoqué, etc. Et là, les choses s'enchaînent derrière, donc... on envoie le 2e équipage, le 3e équipage repart toujours le même truc, mais ils partent en guerre avec une vingtaine d'hommes, armés, des chiens, des provisions pour 3-4 jours. Il faut savoir qu'à l'époque, un chien c'est 2 kg de viande par jour, donc quand on a 80 chiens, c'est 160 kg de viande, plus une vingtaine d'hommes, 20 kg par jour. Donc on part avec 500, 600, presque quelquefois une tonne de nourriture. Et si on perd une journée dans le blizzard, c'est une journée qu'on perd. Et quand on n'a plus de nourriture, il faut retourner à la ville, refaire le plein. Donc, et ça leur arrive plusieurs fois. Ensuite, c'est la traque. Au passage, il y a un gars... Je vais lire un petit passage là. Je vais lire un petit passage où en fait, ils sont tous autour de sa cabane. Ouais. Et ils n'arrêtent pas de se tirer dessus. Enfin, lui, il n'arrête pas de tirer aussi. Lui, il tire très bien. Et puis il était super bien préparé. Et donc, je ne sais plus combien ils sont, mais ils sont nombreux là autour de la cabane. Il faut en finir maintenant, on est fatigué, on est frigorifié et on va bientôt être à court de munitions. On doit le faire sortir de son repère coûte que coûte. Et vous avez un plan ? La dynamite de Brooks et la nuit. Voilà les 2 atouts qu'il nous reste. On attache des bâtons 2 par 2 pour qu'ils n'aient plus de poids. On tresse les mèches entre elles et on les balance comme des grenades. Les hommes épuisés, vexés par la résistance de Jones, approuvent cette solution radicale. Qu'on fasse exploser sa cabane, c'est tout ce qu'il mérite. Qu'on en finisse avec lui, qu'il saute avec, s'il y tient. Après tout, ce criminel a failli tuer Billy. Dans la nuit, Jones va repérer les flammes, avant même qu'on allume la mèche et nous tirer comme des lapins, murmure McCoy. On les allumera à l'abri de la berge et on détournera son attention
par un tir sur le côté avant le début du feu d'artifice. Si on ne déglingue pas sa cabane au premier ou au deuxième coup, il comprendra notre ruse, et le prochain qui lancera la dynamite aura du souci à se faire. C'est pour ça qu'il faut réussir du premier coup, Hassan Walker. Involontaire ? Moi, dit encore McCoy. Les autres s'étonnent et le regardent avec admiration. Faut-il qu'il ait été un ami avec Billy pour prendre tous ces risques ? Walker approuve et répartit les rôles, puis disperse ses hommes sur les 3 côtés de la berge. Sans se montrer, Walker crie à Bowen de rester là où il est. C'est à lui que revient la mission de neutraliser Jones s'il sort de sa cabane. Ouais, cette histoire de dynamite, elle est fantastique parce que, en fait, ils partent et ils s'arrêtent faire une halte parce qu'ils donnent. Ça, c'est vrai tout ça. Hein. Oui, c'est vrai. Ils prennent c'est une grande troupe qui descend à Clavik. Mais ils ne sont pas assez. Bon, il y a un poste, une espèce de comptoir où on voit un peu de tout. Quoi, genre de... Il y a un poste qui est à mi-chemin, à McPherson, un peu après McPherson. Et ils attendent des renforts. Ils font venir d'autres flics. Le premier flic était un Red Arctic River, qui est le seul à l'avoir vu, Jones dans le bouquin, doit venir avec des pisteurs indiens. Et donc ils attendent là, et dans ce comptoir, pardon. Il y a un peu d'eau. S'il vous plaît. Le patron du comptoir leur dit ah ben si vous voulez, j'ai 10 kilos de dynamite. Et donc les gars partent avec 10 kilos de dynamite. Et ils vont balancer la dynamite, donc bâton par bâton, donc ça dure presque 24 heures. Et au dernier lancer, ils en ont tellement marre, ils groupent tout ce qui reste comme dynamite, et au lieu de lancer par-dessus comme ça, ils le balancent comme une boule de bowling, comme ça. Et là, la dynamite monte, elle se coince juste dans l'encoignure de la cabane, et la cabane est complètement détruite. Elle s'effondre comme un château de cartes, et elle est entièrement faite en rondins, c'est-à-dire des vrais troncs, quoi. Et là, ils sont sûrs d'avoir flingué Jones. Donc ils se lèvent, ils commencent à s'approcher des débris. Et là, Jones sort des débris et flingue. Alors je ne raconte pas pourquoi ni comment, parce que ça fait partie du suspense. Mais voilà. Et donc ça, c'est le début de la traque. Ouais, la grosse traque. Qui dure un petit moment quand même. Hein. Qui dure un petit moment. Vous voulez que je dise un petit peu ? Alors, où est-ce qu'on en est là dans celui-là ? Le 6. Ah, bah oui, il y a quand même. Non, mais là, il y a quand même des morts. Il y a quand même un mort. Il y a un mort qui est. Donc, je vais lire. Je l'ai eu, hurle Burton, je l'ai touché. Couvrez-moi, je vais chercher Bowen, crie Campbell. Aussitôt, un feu croisé éclate les branches et les troncs du bosquet. Dans le vacarme, Bowen crie qu'il va bien, qu'il n'est pas touché. Donc Bowen, c'est celui qu'on voit au début. C'est le tout premier flic qu'il a vu en juillet, qu'il a revu après. Qui a envoyé les deux flics. Voilà. Mais lui, il l'a vu, c'est le seul à l'avoir vraiment vu en juillet. Et puis lui, on peut dire qu'il est quand même pas vraiment. Il n'est pas parti dans la chasse à l'homme. Il n'est pas dans la chasse à l'homme. Il le défend un peu tout le temps. Le sergent va quand même l'aider à se relever en vidant le chargeur de son fusil au hasard en direction du bivouac. Bowen devine que Neville et Burton se préparent à les retrouver et leur ordonne de rester à leur poste. Bizarre, il n'a pas tiré une seule balle, murmure le sergent. Jusqu'ici, il a toujours riposté. Vous pensez que Burton l'a eu ? Peut-être, ou peut-être qu'il est blessé. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Rien, on attend. S'il est blessé, le choc, la douleur et le froid finiront par avoir raison de sa résistance. Allez prévenir Neville et Burton qu'on ne bouge pas une oreille pendant au moins 2 heures. Le sergent rejoint les 2 autres et ils approuvent la tactique de Bowen d'un geste de la main. Commence alors l'attente. Depuis son abri, le vieux Bowen s'adresse à Jones. « Jones, je suis le gendarme Bowen. On s'est rencontrés à Fort McPherson l'été dernier. À quoi tu joues, Jones ? Tu me tires dessus alors que je suis le seul dans toute cette meute à ne pas te vouloir de mal. Tu n'as aucun moyen de sortir d'ici. Tu dois être à court de provisions. Nous, on a de quoi tenir 3 jours. D'ici là, les renforts seront sur place. Il vaudrait mieux que tu te rendes maintenant. Tu m'entends, Jones ? Rends-toi, mon gars. Et si Burton t'a blessé, ne va pas mourir ici comme une bête dans ce bosquet. On va te soigner en attendant les secours. Tu as eu ce que tu voulais, Jones. On sait ce que tu vaux. C'est bon. Tu n'as plus rien à prouver. Rends-toi. Rends-toi, je te protégerai. Pas de réponse. Par prudence, Bowen attend quand même 2 bonnes heures, comme il l'a prévu, pendant lesquelles Jones ne donne pas le moindre signe de vie.
Pas un tir, pas un mot, pas un mouvement. Burton ne l'entend même plus tousser. Déjà 15 heures. Dans 1 heure, le jour s'éteint. Le ciel s'alourdit déjà de cette teinte mate et crémeuse qui annonce le retour de la tempête. Bowen fait signe à ses hommes de resserrer leur étau sur la position de Jones. Neville redescend l'éboulis au pied de la falaise. Burton traverse le ruisseau. Bowen et le sergent Campbell s'exposent à découvert, le fusil à la hanche. Aucune réaction de Jones. Alors, ils avancent. « Merde alors, tu es mort, mon gars ? Tu crois vraiment que ça valait le coup ? Tu crois que mourir... » Jones surgit d'entre les arbres et tire. Burton, Neville et le sergent plongent à couvert, mais Bowen reste debout face à Jones et tire 2 fois par réflexe. Au jugé, son fusil à la hanche. Jones 3 fois, l'arme à l'épaule. Aussitôt, les autres se retournent pour répliquer au tir de Jones, mais le trappeur a disparu et Bowen est face au sol dans la neige. Ouais, il y a 2-3 choses qui servent d'axe d'écriture dans ce bouquin. Il y a d'abord le déroulé de la traque qui est un vrai suspense, quoi. Parce que ce que va faire ce type tout seul, on pourrait reprendre l'expression, aucune bête ne l'aurait fait, quoi. Il va faire des choses dans cet épisode-là, la façon dont il va échapper. Il a dans le dos une falaise de 20 ou 30 mètres entièrement verglacée. Il est épuisé par déjà 4 semaines de traque, pardon. Et il a quand même réussi à s'échapper. Donc il y a vraiment ce suspense historique, hein, la vraie histoire. Après, il y a 2 choses. Il y a l'enchaînement idiot, alors je ne vais pas dire de la logique policière, mais de la logique de certains des hommes qui sont là. C'est-à-dire que la majorité des hommes qui le poursuivent sont là pour l'abattre. C'est-à-dire que, d'abord, ce sont des trappeurs. Pour la plus grande partie, ce sont des trappeurs. Il y a peu de flics dedans. Ils ont réquisitionné du monde. Donc ce sont des types qui courent après le gibier et qui tuent à la fin. Et on le sent bien. Et puis c'est une meute. Ils s'entraînent. Et donc on sent ça dans l'histoire, et j'espère qu'on le sent dans le bouquin. Et petit à petit, il va y avoir 2 ou 3 personnes, Bowen, le pilote de l'avion, qui vont comprendre ce qui se passe et qui vont essayer de freiner les choses. Mais on sent l'emballement. Vous savez, vous mettez 15 mecs avec un uniforme et un semblant d'organisation militaire, ils partent à la guerre. Hein. Donc, eux, ils sont partis à la guerre. Et en même temps, il y a, alors c'est moins apparent dans la lecture, mais il y a cet environnement incroyable. C'est-à-dire que c'est l'extrême grand nord des territoires du Nord-Ouest. C'est vraiment entre moins 20 et moins 40 en permanence. C'est du blizzard où on ne voit pas le bout de sa main. Ce sont des conditions terribles. Et il y a ce rôle de la nature, quoi. Il y a un moment, on est obligé de se poser la question de savoir si la nature elle est pour Jones ou contre Jones, parce qu'elle l'empêche autant de s'enfuir qu'elle lui permet de fuir en effaçant ses traces. Et puis il sait en jouer, lui. Il sait, par exemple, quand il laisse des traces, il le sait très bien qu'il laisse des traces. Vous savez que les traces des raquettes sont comme des empreintes digitales, puisque les raquettes à l'époque ne sont pas des raquettes industrielles, fabriquées. Ce sont des raquettes que tresse chaque trappeur. Donc, une fois qu'on a le dessin de la raquette d'un trappeur, on peut reconnaître le trappeur n'importe où. Donc, il laisse des empreintes qui sont identifiables toutes. Donc, quand il le fait, Jones, il sait très bien qu'il laisse ces empreintes. Mais il s'amuse, par exemple. Il sait très bien aussi que dans 300 mètres, il va aller sur un terrain gelé, où là, il n'y a plus de traces. Une rivière, ouais. Une rivière gelée, une mare d'eau, un étang, quelque chose où le blizzard a rasé la neige, et il reste que la glace, et il n'y a plus de traces. Et donc, il en joue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit que sa trace arrive, par exemple, sur un lac gelé, il n'y a aucun moyen de savoir où il est allé. Il faut faire le tour complet du lac pour voir par où il est ressorti. Et si jamais il met sa raquette à l'envers, vous êtes coincé. Et c'est pour ça que du coup, il fait appel à l'avion. C'est à la mort de Bowen que donc ils font appel à l'avion, et l'avion change tout. L'avion change tout, parce que d'abord, il n'y a plus besoin de s'arrêter pour aller refaire des provisions. Ce que les hommes font en 2 jours, à 135 km, donc 2 jours, c'est même pas 1 heure pour l'avion. L'avion, sa vitesse de croisière, c'est presque 300 km, je crois. Ou 190. Donc c'est 1 heure au lieu de 2 jours. Donc ils peuvent organiser la traque différemment.
C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de soucis à se faire à créer un camp de base, un deuxième camp de base, parce qu'à la fin, c'était pratiquement une organisation militaire. Il y avait un camp de base, un camp avancé et les équipes mobiles. Et chaque fois que l'équipe mobile était à court de provisions, il fallait qu'elle revienne au camp intermédiaire, mais le camp intermédiaire, il devait s'arranger pour récupérer les provisions du camp de base, et le camp de base, il devait en permanence aller à Aklavik, récupérer, et tout ça, c'était à chaque fois, c'est 2 jours aller, 2 jours retour. Ouais. L'avion, il fait Aklavik direct, et il peut se poser n'importe où et donner les vivres et les provisions à l'équipe qui est directement en chasse. Donc ça change tout. Et ça change surtout au niveau des empreintes. C'est-à-dire que quand je donnais l'exemple du lac, l'avion, il fait le tour du lac en 5 minutes, et il repère par où les traces repartent. Donc oui, ça a tout changé. Enfin, quand même 30 hommes, 70 chiens, un avion. Oui. Oui, pour un permis de chasse, c'est beaucoup. Oui, juste pour un permis de chasse. Juste parce qu'il n'a pas ouvert sa porte. Oui, oui. Ouais, mais après c'est la logique policière, quoi. Il a pas ouvert, il a forcé les flics à intervenir. Il a répliqué un coup de feu. Normalement, il n'aurait pas dû répliquer. Il aurait dû se laisser prendre. Et comme on ne sait pas qui c'est, comme on n'a pas son historique, on ne sait pas par quel drame ou par quelle aventure il est arrivé dans le Grand Nord canadien. Alors, il y a des supputations. On a soupçonné plusieurs personnes d'être Jones. Un trappeur suédois qui lui ressemble beaucoup, qui est passé pratiquement aux mêmes endroits, avec des preuves qui étaient pratiquement sûres. C'est-à-dire que quand on a retrouvé Jones, il avait de l'argent sur lui et des billets, des dollars qu'il avait, avaient été donnés aux trappeurs suédois dans une banque du Nord. Et on s'est dit, ben voilà, s'il a les mêmes billets, etc. Puis après, on s'est rendu compte que dans des grandes étendues comme ça, où il y a 5 comptoirs sur une surface comme la France, et que les mecs sont obligés de passer par là pour acheter quelque chose, il peut très bien être passé au comptoir, avoir acheté quelque chose, et avoir reçu en monnaie le billet que l'autre avait laissé. Et donc voilà, il y a cette chose-là, mais il y avait une absence de volonté ou de capacité dans la police à chercher à comprendre qui c'était. En fait, ils s'en fichaient de savoir qui c'était. Non, il fallait l'abattre. Il fallait l'avoir, et c'est vraiment pour ça qu'au début, je voulais l'appeler la trappe. Ce type s'est fait trapper. Il s'est fait poursuivre par des trappeurs. Mais c'est mieux Ravage. Ouais, Ravage, c'est bien. En même temps, on sent qu'il n'a pas non plus cherché à fuir, il a cherché plutôt il n'a pas cherché une vraie fuite. Non, parce qu'on a calculé que sur 5 km de pistes qu'il laissait, 2 étaient destinés à progresser, et 3 km étaient destinés à brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'il est beaucoup revenu à l'arrière des campements, pour une raison toute simple, c'est que quand il y a 30 hommes dans un campement, quand ils mangent et quand ils récurent leur gamelle, ils jettent par terre un petit reste de gamelle, et 30 petits restes de gamelle, ça fait une poignée de nourriture, donc lui il passait derrière, récupérait la nourriture, ça permettait de tenir. En fait, il était toujours derrière eux, quoi. Oui, il repassait, et d'ailleurs, dans l'histoire, l'histoire se termine quand ils se rencontrent. Et, non, je n'ai pas la fin, mais ils se terminent quand ils se rencontrent, et ils se rencontrent justement parce que lui est derrière. J'en dis pas plus. Mais en même temps, dans ce livre, de toute façon, oui, on découvre quand même un monde, un mode de vie, un mode de vie incroyable pendant l'hiver de ces trappeurs, parce que franchement, c'était pas... Mais en même temps, ils sont contents de se retrouver là aussi pour cette chasse. Ils font un bal un soir, un bal entre hommes, enfin bon, ils boivent. Ça par exemple, ça revient pareil à ma façon d'écrire, enfin, ma façon de me documenter. Je juge que dans l'histoire, ça c'est pas dans le vrai fait divers. Je juge que dans l'histoire, il faut un moyen de détente dans lequel des échanges vont pouvoir se faire entre différents personnages. Parce que les mecs ne peuvent pas échanger dans le fond des choses par moins 40 sur un traîneau tiré par 7 chiens. Donc il faut que je trouve une astuce pour que... Et je me dis, il devait bien avoir une vie, ces types-là, quand ils partaient, parce que là, ils partaient pour une opération ponctuelle, mais quand ils partaient trapper, ils partaient 4 ou 5 mois, tout seuls. Et à ce moment-là, j'écrivais un roman à 4 mains avec un copain qui se passe aussi au Canada, au Québec, dans l'Outaouais. Et lui, il me parlait des bûcherons. Et en parlant, il me dit, les bûcherons, ils partaient 6 mois dans la forêt, tout seuls, vraiment tout seuls, à passer leur temps à abattre des arbres, les équarrir, les mettre dans la rivière, etc.
Et donc de temps en temps, ils se faisaient des bonnes fiestas. Et ça s'appelait des balles de bûcherons. Et donc je vais voir balles de bûcherons, et je me dis, mais les trappeurs peuvent faire la même chose. Et donc j'imagine que les trappeurs font un bal de bûcherons. Et quand on imagine les trappeurs canadiens du Grand Nord, quand on imagine les bûcherons du Grand Nord, on imagine des bons mecs balèzes, etc. Et en fait, ces pauvres types étaient tellement seuls qu'ils faisaient des balles de bûcherons, c'est-à-dire qu'ils jouaient un peu de guimbarde, un peu de violon, etc. Et ils finissaient par danser. Et il y a une tradition, c'est-à-dire que celui qui acceptait de jouer le rôle de la femme dans la danse attachait un mouchoir à sa cuisse. Et je me dis, c'est trop beau, il faut que je m'en serve, quoi. Donc, et donc voilà, donc, je mets dedans. Et en fait, ça n'a pour seul intérêt que de mettre une parenthèse et de les mettre dans un état donc d'ivresse, un état un peu plus joyeux, quoi, qui va permettre d'avoir un relâchement et donc de dire des choses qu'ils n'auraient pas dites dans l'univers tendu de la poursuite, quoi. Ça, c'est vraiment de la technique d'écriture. Je cherche ce qui peut me permettre de rendre crédible le dialogue dont j'ai besoin, en fait. Puis on découvre tout un univers, donc aussi une faune. Ils ont élevé la voix et les perdrix des neiges se dispersent à l'abri des saules. Elles courent en se dandinant entre les troncs et disparaissent. Soudain, il semble que le charme est rompu. L'air redevient d'un froid glacial et gris et le paysage figé et hostile. Détrompez-vous, lâche McCoy. Rien n'a changé. Les lagopèdes sont toujours là et nous surveillent. Depuis qu'on parle, un renard arctique nous a repérés et maraude pas très loin sur notre droite. Derrière, un bourrelet de neige intéressé par les mêmes perdrix que nous. Et un harfang des neiges s'est posé plus loin derrière lui sur une congère. Les perdrix savent qu'elles doivent se protéger des 3 prédateurs. Le renard sait que le harfang convoite les mêmes perdrix que nous et lui. Mais qu'à défaut, il pourrait s'en prendre à lui tout comme nous, et le harfang sait qu'il s'exposerait à nos fusils le temps du vol plané silencieux qui lui permettrait de planter ses serres dans la fourrure du renard ou dans les plumes de la moins rapide des perdrix. Tout est toujours là sous nos yeux. Right, et c'est la même chose pour Jones. Il laisse des traces pour faire diversion, mais il nous garde à l'œil. Wright reste un long moment silencieux à observer tout ce qu'il ne voit pas, ni le harfang, ni le renard. Quand McCoy lui fait signe de se mettre en route, il hésite un peu avant de planter ses bottes dans les traces profondes du constable. « J'aimerais bien faire une journée de traîneau avec vous et vos chiens, un jour où on n'aurait pas besoin de mon avion. » McCoy ne répond pas tout de suite. Il rechausse ses raquettes et invite Wright à en faire autant d'un mouvement du menton, puis il reprend sa marche. « Ça ne va pas être possible, Wright. Demain, on rentre à Aklavik. Qui on ? Mes chiens et moi. Rien de presse, on pourrait faire ça à votre retour. On ne reviendra pas. J'ai prévenu Walker et le reste de la troupe doit déjà l'avoir deviné. Je ne veux pas être parmi eux quand ils tomberont sur Jones. Mes chiens et moi, on abandonne cette chasse à l'homme. » Bon, ça c'est pour montrer qu'il y a plusieurs personnalités. Là, il y a 2 choses. Donc, certains hommes vont comprendre que c'est une traque qui va trop loin. L'homme en question, McCoy, je le fais parler d'une certaine façon. Il parle toujours de ses chiens. C'est celui qui ramène le blessé dans le premier chapitre. Et on sent dès le premier chapitre qu'il a l'amour des chiens. Parce que celui qui a l'amour des chiens, il a l'amour du pays. De la nature. Et de la nature, par la force des choses. Et il parle toujours en mettant ses chiens d'abord. Mes chiens et moi, on va rentrer. Les autres font le contraire. Et donc, il y a 2 ou 3 personnages qui vont petit à petit changer d'attitude par rapport à cette poursuite. Mais il y a surtout ce paysage. Alors là, sur les souvenirs personnels que j'ai d'Alaska, où on est dans le blanc, quoi. Moi, j'étais avec des trappeurs qui m'ont dit exactement ça. Bah, regarde, là, il y a 2 lapins arctiques et on ne les voit pas. Regarde, là, il y a un renard arctique et on ne le voit pas. Ils sont tous blancs sur blanc, on ne les voit pas. Et puis après, il y a cette notion que tout le monde peut être le prédateur de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne bouge pas parce que si le renard se jette sur les lagopèdes, l'harfang des neiges peut se jeter soit sur le lagopède pour lui piquer sa proie, soit pour le renard pour le prendre lui-même. Donc il y a une sorte d'observation et ça ressemble à la traque. C'est-à-dire que chacun s'observe, chacun peut être le prédateur de l'autre. C'est-à-dire Jones peut encore tuer un flic, les flics peuvent tuer Jones. Il laisse des traces partout, donc il cherche les traces et en fait les traces les trompent. J'aime bien faire le parallèle entre la nature et le destin des hommes parce que
moi je suis convaincu que la nature détermine le comportement des hommes. C'est-à-dire que si vous prenez exactement le même mec, vraiment le même gars, vous le mettez en Alaska en hiver et vous le mettez dans le Mato Grosso brésilien en été, il va virer différent. Même si c'est le même caractère, le même passé, la même histoire, l'environnement détermine le comportement des gens. Alors ça prend peut-être du temps, c'est-à-dire que si vous mettez un Parisien ici à Chamonix, peut-être qu'il ne va pas devenir montagnard tout de suite. Mais il va s'il reste 10 ans, il va prendre des comportements montagnards ou des raisonnements montagnards. Et si vous le mettez à l'île d'Oléron pendant 10 ans, il va avoir un autre comportement. Je dis ça pour personne, je dis ça juste comme ça. Et puis il y a ce bœuf musqué là qu'on voit sur la couverture, ça c'est un choix aussi, c'est un beau choix parce que il intrigue, parce qu'on en parle dans le livre à un moment donné. Oui, c'est un personnage du. Alors c'est un personnage du livre. Ouais. Il y a, on en parlait tout à l'heure, un peu avant la conférence, avant cet entretien. Il y a un passage dans le métier d'écriture que j'ai découvert donc avec mon premier bouquin et que j'adore. C'est le passage où on travaille avec un éditeur. Le mot éditeur recouvre deux choses. Il y a éditeur qui possède une maison d'édition. À l'intérieur de la maison d'édition, il y a des éditeurs qui sont des gens de formation littéraire qui vont travailler directement avec 3 ou 4 auteurs. Travailler, ça veut dire que vous leur envoyez votre premier manuscrit, ils le lisent à fond plusieurs fois, ils font toutes les remarques nécessaires. En plus, après, ils le dispersent, souvent à un deuxième lecteur, correcteur orthographique, correcteur littéraire, etc. Ils rassemblent toutes les observations, et à un moment, vous vous mettez en face d'une table, l'un l'autre, et elles, sont souvent des femmes, elle a son manuscrit grabouillant rouge dans tous les sens, vous avez le vôtre avec ce que vous avez corrigé entre-temps, parce que les auteurs cherchent toujours à améliorer leur truc, c'est que le manuscrit qu'on rapporte à l'éditeur n'est pas exactement celui qu'on lui a donné, et on se met de chaque côté de la table, et on parle. Et j'adore ça, on parle... grammaire, syntaxe, répétition, synonyme. C'est vraiment un boulot que j'adore. Et une des remarques que me fait l'éditrice de Paulsen, c'est qu'il manque à un moment, avec le personnage qui normalement est le chef de la meute, et qui petit à petit, lui, prend conscience aussi que c'est une meute meurtrière, mais qui ne peut pas trop réagir parce qu'il est officiellement l'officier qui dirige tout ça. Il manque un passage où on donne une justification à la faille dans la rigueur de ce personnage. Et elle me dit en même temps qu'elle a beaucoup aimé les passages où j'ai parlé de la nature et des animaux, et que peut-être il faudrait un autre animal symbolique de la région. Et donc cette scène qui donne son titre, qui donne sa photo au bouquin, elle vient après l'écriture. C'est que je me dis, qu'est-ce que je peux rajouter? Et j'imagine cette scène, je ne vous la décris pas parce qu'il faut que c'est un tournant, donc il faudra que vous la lisiez vous-même. Cette scène dans laquelle apparaît le bœuf musqué, qui est un animal incroyable et qui sert à quelque chose qui est une bascule dans le récit. Mais je tenais à préciser que ça vient après l'écriture. C'est que dans le premier manuscrit, il n'y est pas. Mais on va arrêter là parce que c'est déjà tard. Et si vous avez des questions, on ne vous dira pas la fin évidemment, on ne va pas tout dévoiler. Mais enfin, j'espère déjà que vous avez eu un petit avant-goût de l'histoire, même si on est un peu parti des fois plus loin. Mais c'est ouais. On a envie de le lire. Ah bah j'espère bien, c'est le but. En fait, c'est un livre. À la limite, on aurait même presque pu donner l'histoire complète, puisque c'est un fait divers, donc et ça existe quelque part. Mais surtout, non, on ne va pas le dire, mais surtout, c'est pas le plus important. L'important, c'est l'atmosphère que génère le fait divers. Et alors si, il y a juste une chose. Dans tout ce que j'ai lu sur ce fait divers, il n'y a pas grand-chose. Il y a un tout petit opuscule qui a été publié dans les années 40 au Canada, et il y a 2-3 trucs sur Internet qui reprennent cet opuscule, ou qui reprend la version officielle de la police montée canadienne, qui est très synthétique. Mais dans tous ces trucs-là, les auteurs cherchaient à se mettre à la place de Jones.
de Johnson dans le vrai fait divers, de Jones dans mon histoire. Trappeur fou. Et moi, quand j'écris un bouquin, je prends toujours des partis pris au départ. Et le parti que j'ai pris, c'est de ne pas essayer de me mettre dans la peau de ce gars. De ne pas essayer de lui donner des sentiments, des émotions, une histoire, un passé, etc. Parce qu'on serait tombé dans quelque chose de mélodramatique, lui trouver une excuse pour être aussi taiseux, un drame familial, une rupture, etc. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de dessiner son portrait en creux par rapport à ce que les autres pensent de lui. Et donc, à aucun moment, 10 lignes seulement dans le bouquin, Ouais, un petit peu à la fin. il n'y a que 10 lignes où on a son point de vue. C'est juste à l'arrivée de l'avion. Parce que l'arrivée de l'avion va changer quelque chose pour lui. Oui, non mais ça c'est vraiment 10 lignes. Et je trouvais que c'était plus intéressant, encore une fois, de faire son portrait en creux par ce que pensent les autres. Parce que ça permettait surtout de poser les sentiments des autres et de les faire progresser. Et à un moment, de faire des ruptures. Et en fait, les ruptures, elles se passent par rapport à ce qu'il commence à penser de Jones. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il y a l'effet de meute. Il y a l'effet Lali, etc., on y va, etc. Mais la moitié, et même pendant un certain temps, un certain moment de l'histoire, pratiquement tous, ont une admiration sans borne pour ce mec, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu. Qu'ils ne connaissent pas, ils ont une admiration sans borne, parce qu'eux, ils sont vraiment des mecs du coin, c'est vraiment des trappeurs d'Alaska, des territoires du Nord, et ils savent ce que c'est, ils savent ce que le type a enduré. Et il y a un moment, ils ont vraiment cette admiration pour lui. Et je me sers de cette admiration pour en faire une double bascule. Il y a des gens qui vont rester dans ce sentiment que finalement c'est peut-être quelqu'un de bien, ou en tout cas c'est quelqu'un qui ne mérite pas ce qu'on a lâché sur lui. D'exceptionnel surtout. Ouais, d'exceptionnel. Ouais. Et en même temps, il y a ce sentiment que même ceux qui ont pensé ça pendant un moment rebasculent dans la meute, parce qu'une meute, c'est une meute. Puis parce qu'ils sont vexés aussi. Ils sont vexés aussi, oui. Dans un deuxième temps, effectivement, que de voir tout ce qu'il a réussi à faire et pas eux. Oui, quoi. Bah oui. Donc on n'apprend rien de son histoire à lui. Et on n'apprend rien pour la bonne raison que même dans le fait divers, on n'en connaît rien. Aujourd'hui... Vous n'avez pas, en tant que romancier, vous auriez pu repartir sur... Non, je pensais que c'était beaucoup plus intéressant de romancer la partie des poursuivants que du poursuivi. Et aujourd'hui encore, il y a un dossier qui est ouvert à la police montée canadienne, où tous les 10 ans, quelqu'un arrive avec une étude généalogique en disant « bah oui, c'était mon ancêtre, etc. » Mais tout ce qu'on a proposé comme filiation a été démenti par l'ADN, par les empreintes, etc. Cold case. Mais voilà. Merci Pas beaucoup. de questions ? Merci pour à vous. votre attention. Merci à vous. Merci.